La PhD s'est fortement impliquée au niveau social et communautaire, au début au niveau pastoral. Et pour nous en parler, nous allons rencontrer 3 personnes. Nous allons les rencontrer les 3 en même temps, ou ensemble, Mme Mireille Chillot, M. Alain Foran et Mme Mélanie Sancartier. Bonjour Alain, bonjour Mireille, bonjour Mélanie. Bonjour André. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'engagement social, sur la pastorale, surtout les thèmes ont changé, là, ou les titres. Je vous remercie d'être ici pour nous accompagner dans ce projet. Je vais commencer avec Mireille. Mireille, l'engagement social à PhD, ça commence où, ça? Ça commence loin. Ça a commencé dès le départ, je crois, d'orienter qu'à l'école, c'était pas juste une boîte à cours, c'était un milieu de vie. Donc, dès le départ, puis il faut se placer dans le contexte d'il y a 50 ans. 50 ans, les écoles étaient confessionnelles, les écoles avaient un service de pastoral. Je pense que c'était à l'image de la province. Particulièrement à PhD, dès le départ, on a eu, je pense, la chance d'avoir une personne qui avait le service de pastoral comme responsabilité, un dominicain. Alors, avec toute la valeur des dominicains, Jean-Marc Perrault, qui, je pense, a donné un sens à ce service, de façon à ce que ça ne soit pas un service typiquement religieux, ce qui était beaucoup, à l'époque, un peu la façon de faire. Les services de pastoral, c'était lié beaucoup à la paroisse, à l'église, au diocèse. Et Jean-Marc a instauré, et je pense que toute la suite a eu cette même tendance, de dire, si on veut travailler en pastoral, il faut être déjà engagé dans le milieu. Donc, dès le départ, ça a été des engagements qui, d'abord pour les étudiants. OK, là, tu me parles des années 70, parce que toi, tu es là à l'arrivée en 72. Moi, j'étais là en 72, donc je suis fière de ça. Tu es un témoin de cette époque-là. Tout à fait. Une époque qui passe, là, vraiment de... On passe des écoles confessionnelles, puis on tombe dans une école, là, qui est un peu plus libérée, mais qui a encore... La présence religieuse qui est encore très, très présente, là. Cette référence-là de passer de l'école confessionnelle à ce que c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus après les années 2000. Donc, les premières années, c'est encore l'institution qui en lien avec le diocèse, avec la paroisse, avec les paroisses. Mais comme je te dis, nous, on a comme très rapidement été des moteurs de réflexion, je pense au niveau du service de pastoral, pour amener d'abord les étudiants à prendre conscience de leur rôle, de leur engagement. Alors, il s'est bâti toutes sortes d'activités qui allaient au-delà, je pense, et qui déjà, j'ose même le dire, étaient la prémisse du service communautaire. Je pense mais là, tu me passes là, d'un service pastoral qui devient communautaire, mais la pastorale, ça n'empêche pas le communautaire du tout. Mais tu me dis ce que j'aimais beaucoup au début, tu me dis il fallait que tout le monde se rende compte que l'école, c'est pas juste une boîte à matière, à apprendre des matières. C'est l'apprentissage de la vie. L'école, c'est un milieu de vie. Tout à fait. Et vous avez été... dans ce sens-là, je pense que le service de pastoral et le service de vie communautaire, qui est devenu son nom, a été dans le milieu une occasion d'aller au-delà. Puis, je pense que c'était aussi d'être très participant de la définition du projet éducatif de l'école. Fait que les premières années, je me souviens du livre blanc où on a instauré, on a écrit pour travailler sur ce qu'on voulait de notre école. Et c'était le développement intégral des personnes. Donc, le développement, oui, intellectuel, social, puis spirituel aussi. Donc, je pense que le service de pastoral s'est instauré dans ce milieu de vie-là. Et c'était des prises de conscience. Je peux nommer quelques activités de l'époque, là, où une façon de se rendre vivant à l'engagement, par exemple, chaque année, on avait le repas de la faim. Alors, le repas de la faim, pour la population de Saint-Hyacinthe qui était dans la polyvalente à ce moment-là, c'était très important. Là, pendant une journée, la seule nourriture qui était servie à l'école, c'était du riz.
pour faire référence à la solidarité internationale. Et on avait un spectacle de réflexion qui était monté. Alors, c'était un type d'activité. Les paniers de Noël, qui ont continué très longtemps. Et qui ont été une marque de PhD dans le milieu social. Notre participation à des grands événements comme la Marche Tiers-Monde, comme à l'époque en pastoral, avec à chaque Vendredi Saint, on était très partie prenante de la marche du Vendredi Saint. Alors, toujours avec un aspect réflexion, mais un aspect engagement. Mais là, on est dans les années 70-80. Toi, Alain, tu arrives en quelle année ici? Bien, moi, j'arrive en 1985 et c'est dans la continuité de ce que Mireille présente du service. Mais moi, je vis particulièrement le changement du début des années 2000 où le service de pastoral devient le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, les écoles deviennent laïques et ça change un peu la donne parce que je te dirais que l'intuition, à partir de ce moment-là, en tout cas pour moi, c'était beaucoup d'être à l'écoute de ce que les élèves veulent faire comme activité. On était habitué souvent à leur offrir des activités, puis ils embarquaient, puis ils participaient. Là. Dans une école de 2000 élèves, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Mais là, pour moi, ce qui est devenu important, c'est de dire, mais c'est quoi les besoins des élèves? Tu sais, pas leur plaquer quelque chose sur la tête qui n'a pas de sens. Puis je disais à des élèves, bien, venez me voir si vous avez des idées et des suggestions. Et je me rappelle à un moment donné, des élèves qui se questionnaient au niveau de leur identité sexuelle, tu sais, qui venaient me voir, disaient, on ne sent pas qu'on a beaucoup de place. Bien, j'ai dit, formez-vous un groupe, venez me voir, puis on partira quelque chose. Fait qu'on a parti un mouvement LGBT, comme ça. Ensuite, des filles qui viennent me voir et qui me disent « Hey Alain, on trouve qu'il y a du sexisme des fois dans les commentaires de certains enseignants masculins, des garçons, tout ça. On n'est pas à l'aise. » Bon, ben, je veux dire, ramassez-vous une gang, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ils ont décidé de partir un mouvement féministe à l'école. Un peu plus loin, le commerce. On trouvait que tout augmentait, notre rapport au dialogue Nord-Sud. Donc, il y a des élèves qui me parlent de Magasin du Monde, qui appartient à Oxfam Québec, qui est une façon de réfléchir sur comment on consomme. Donc, je te dirais que moi, mes années de service, surtout mes dernières années, ça a été beaucoup de suivre les élèves dans leurs besoins, dans leurs attentes, puis de les accompagner là-dedans. Peux-tu me dire à peu près en quelle année que l'école ne devient plus confessionnelle? Officiellement au début des années 2000, les écoles confessionnelles catholiques et protestantes au Québec deviennent des écoles laïques. Ça, c'est dans la loi de l'instruction publique. Donc, ça change et donc le service de pastoral devient animation spirituelle, engagement communautaire en 2001 au secondaire. Donc, à partir de là, notre titre change et même si on avait, comme disait Mireille, déjà une activité, puis des activités ouvertes à tous, peu importe leurs idéologies ou leurs valeurs, je dirais que ça fait une vingtaine d'années. Si des jeunes avaient des besoins dits spirituels, vous les accompagnez pareil. Aussi. Vous accompagnez, il n'y a pas de fermeture. Pas du tout. Et je te dirais que ça venait beaucoup par rapport aux questions de sens que se posent les adolescents. Pourquoi moi? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi ça arrive à l'autre? Pourquoi moi? On sait que les ados vivent beaucoup à ce niveau-là, comparent beaucoup, sont en train de forger leur identité. Et là, nous, dans le service, ce qui était important, c'était de les accompagner là-dedans. Entre autres, quand, je dirais, il y avait des crises de sens. Par exemple, le suicide d'un jeune, le décès d'un jeune dans un accident d'automobile, des événements, la maladie. Souvent, ça suscitait des questions, je dirais, existentielles, spirituelles. À ce moment-là, ça touche tout le monde, là. Mais comme tu le disais, on avait aussi un rôle d'accompagnement. Des fois, c'était d'aller au salon funéraire. Des fois, c'était d'écrire à la famille. Des fois, c'était comme d'essayer de trouver un sens à l'école pour marquer le départ de cet élève-là. Fait que ça, dans notre service, c'était très, très important. Le spirituel, je te dirais, était très incarné dans l'expérience humaine, là. Moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est cette espèce de connivence entre les gens comme Gaston Vachon au niveau de ses projets, vous, tout ça, tout le monde était comme... Vous étiez tous en équipe. Hein, mais la richesse, je pense, à l'école, ça a été beaucoup de ne pas travailler dans des silos. De vraiment être équipe de travail, avec nos particularités. C'est sûr qu'on amenait chacun notre image, ce qu'on portait comme valeur, mais à être ensemble. Ce qui fait qu'il y a des comités, tu sais, le comité Survivre, par exemple, qui était vraiment un comité d'accompagnement, puis de former des étudiants à devenir des écoutants, puis à être très sensibles à la réalité de leur père. Ça s'est porté en équipe. Alors, il y avait
à peu près tous les professionnels. Ça, c'est une des chances de PhD. On avait une diversité de services. Vous avez un rayonnement par rapport à ça, puis vous êtes reconnu par rapport à ça. Tout à fait. Tous les gens, peut-être pas par tout le monde, mais quand on pense que dans la MRC des Mascoutins, on approche de 100 000 habitants, c'est la MRC des Mascoutins qui envoie les élèves ici. On pense qu'entre 25 et 30 000 sont venus à la polyvalente. Ça fait que donc, il y a à peu presque le tiers de la population qui a mis les pieds ici puis qui a pu se rendre compte de ça. Puis on dit qu'une école, c'est pas juste un lieu, comme tu me dis tantôt, où on apprend des matières. C'est un lieu pour apprendre à vivre, etc. Je pense que vous avez fait un travail admirable. Là. Je ne suis pas là pour vous lancer des flammes, mais je me permets à la caméra de le dire. Là. Je vais me retourner vers Mélanie maintenant. Mélanie est arrivée ici comme étudiante en 93, j'avais 14 ans à l'époque. À l'époque, moi, c'était secondaire 3, 4, 5 seulement ici. Fait que moi, je suis arrivée avec un grand désir de m'engager. Puis la polyvalente offrait toutes sortes de belles activités, mais moi, mon cœur est allé vers la pastorale spontanément. Je me suis impliquée dans beaucoup de choses. J'ai fait du bénévolat avec les personnes âgées, les personnes handicapées. Tantôt, on parlait des paniers de Noël. J'étais là aussi. En tout cas, moi, dès qu'il y avait besoin de quelqu'un, j'y allais. Puis ça a vraiment été les plus belles années de ma vie où j'ai appris à me connaître, à avoir confiance en moi, à réfléchir sur ce que j'avais le goût d'être comme personne, puis aussi ma place dans la communauté. Fait que moi, tout ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a même inspiré mon choix de carrière, où après, je me suis dit, moi, si je veux aider, comment le faire? Mais ça a été le travail social pour moi pendant plusieurs années, auprès des jeunes et des familles. Et là, en 2019, parce que mon ami Alain prend sa retraite, je reviens. Mais Alain est ton ami ou ton mentor? Ben, les deux. Les deux. Quelqu'un qui m'a beaucoup et qui continue beaucoup à m'inspirer, que j'aime profondément. Fait que c'était encore plus émotif, spécial pour moi de dire hey, je reviens à la polyvalente, mais là, je le fais. Puis j'aime pas dire remplacement, parce que je trouve qu'Alain, il peut pas se remplacer. Là, je dis toujours que j'essaie un peu de poursuivre son œuvre avec mes couleurs, puis avec mes valeurs, puis à ma façon. La maxime qui dit « nul n'est irremplaçable ». C'est vrai, mais dans votre cas, en tout cas, c'est plus difficile. Alain n'a pas remplacé Mireille. Non. Il a commencé quelque chose, il a fait Alain. Mais on travaillait ensemble. En fait, on a porté le service. On a eu la chance, à travers la province, de conserver une priorité dans notre milieu, d'être deux personnes. Alors, ça a été une richesse extraordinaire parce que moi, je pense que d'apporter aussi un volet féminin, un volet masculin, on avait nos forces et ça a été une... Est-ce que vous pensez, parce qu'on rencontre Gaston Vachon qui nous dit que une des chances qu'il a, c'est que son directeur, c'est Claude Bernier, qui lui donne toute cette latitude et cette confiance. Est-ce que c'est un peu la même chose? La même chose. Ça a été un cadeau. Moi, je me souviens, puis tu vas te rappeler, Alain, on allait le voir, puis on avait des idées farfelues des fois, là, pour des projets très innovateurs. Puis on allait le voir, puis quand je le voyais prendre son peigne et puis se peigner la moustache, je me disais, ça passe, là. On va avoir un oui à quelque part. Et on a eu très peu de noms. Alors ça, c'était extraordinaire de pouvoir être créatif, être innovateur. Moi, j'ai quand même connu les camps pastorales là, où on partait du vendredi au dimanche, une trentaine de jeunes avec des animateurs. C'était exceptionnel. Là. On verrait difficilement ça de nos jours, mais c'était vraiment incroyable. Là, et tu dis ça, ma Mélanie, mais on a eu des camps les premières années où on partait 5 jours. On était 5 jours, une semaine complète en camp pour trouver un sens à la vie. Et je pense que si on revoit régulièrement des anciens élèves, et combien nous disent, moi, ça a changé ma vie. Ah oui, je suis d'accord. Cette appartenance-là, cette
cette identification-là a changé. Et les camps, c'était un milieu extrêmement privilégié. Et on allait rechercher nos anciens. Mélanie a été longtemps co-animatrice quand elle était au cégep, à l'université, et combien, tu sais. Alors, et il y avait beaucoup de profs qui s'impliquaient. Je pense que ce qui a été une richesse, pour moi, là, j'aurais pu dire tantôt que le mot qui me vient, c'est d'être ensemble. Parce que il y a beaucoup de professeurs qui ont participé à nos activités. Si je pense la référence des camps, ben, on le faisait avec des profs. Les paniers de Noël, il y avait 40, 50 personnes de l'école qui s'impliquaient directement, même à les livrer avec les élèves. Fait que c'est tout le témoignage aussi de rapprochement jeune-adulte de l'école dans un projet communautaire. Là. Et tout le projet avec les personnes handicapées de Saint-Hyacinthe, là, ça, c'est un projet qui a été reconnu et où beaucoup actuellement d'éducateurs spécialisés ou de travailleurs sociaux l'ont pris à partir de ce projet-là. Oui, bien, tu disais tantôt, André, qu'il y a des gens que vous avez interviewés qui ont dit comment les années qui ont passé à Polyvalente les ont orientés vers leur choix de carrière. Je pense que la chance qu'on avait dans les activités que les élèves pouvaient vivre, comme disait Mélanie, c'est que ça venait permettre d'identifier c'était quoi leur force. Et de là, je pense, elle a orienté beaucoup de jeunes vers, entre autres, des métiers sociaux, communautaires, qu'on a retrouvés ensuite, plusieurs années après. Ils réalisaient, entre autres, que l'ouverture sur le monde, ça commençait par le monde à côté d'eux autres à l'école, avant d'aller en Europe, en Afrique ou ailleurs. Puis ça, je pense que les activités du service étaient comme une espèce de façon de faire un choix de carrière plus éclairé. Les conseils en orientation nous aidaient aussi dans la collaboration. Ils nous disaient, ben mettons, tu voulais travailler avec des personnes clientèles différentes, ben va faire l'activité avec le parrainage civique, va faire du bénévolat à l'Hôtel Dieu, vous travaillez avec le centre de bénévolat. Vous avez sensibilisé parce qu'il y a toujours dans une communauté, il y avait toujours plus de 2000 étudiants ici. Il y a des gens qui ont des qualités d'altruisme, d'humanisme, etc., des missionnaires dans l'âme, puis là, ils veulent aller aider partout, mais vous leur faisiez prendre conscience qu'il y a possibilité d'aider juste à côté ici, là, qu'il y a de la misère à côté, puis si vous voulez vous impliquer, là, c'est là que ça se passe. Je dirais aussi que une idée commune toujours, c'était de créer des leaders aussi, des leaders de la société. Donc aujourd'hui, là, des fois, on rencontre de nos anciens qui sont des leaders parce qu'ils ont appris à travers leur cheminement ici, avec nous, mais avec d'autres, hein, on n'était pas les seuls, mais à devenir des gens qui s'engagent au nom de valeurs. On a donc réalisé à travers les échanges comment, oui, c'était important de s'ouvrir, mais qu'il y avait aussi des pays dans le monde qui n'avaient pas les mêmes réalités que les pays où on partait en échange. Et on a développé tout l'aspect de la coopération internationale et on a été beaucoup innovateurs dans ces stages-là, d'aller au Sénégal, d'aller au Nicaragua, d'aller au Honduras et de dire, il y a cette ouverture-là, il fallait qu'elle prenne des dimensions de partage, de conscientisation, pas pour aller changer le monde, pour se changer soi. Et je pense que ça a été un peu la base de notre philosophie. On est là pour permettre à des gens de se réaliser. On donne des outils à des élèves, puis on développe des missions de développer l'altruisme, développer le sens de la communauté, le sens du partage, etc. Puis vous avez bien réussi. Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir eu tout au long de ce parcours-là, des 50 ans, des équipes de direction, des équipes de profs, des équipes de PNE qui ont eu à cœur leur mission d'éducation. Puis l'éducation, c'est large, c'est l'instruction, mais c'est la socialisation, c'est l'engagement. Fait que c'est pas l'histoire de une ou deux personnes, c'est l'histoire d'une collectivité, d'une communauté. C'est un grand village, la Polyvalente. Oui, c'est un grand village, mais quand tu me dis qu'il faut développer des leaders, il y a des leaders qui ont eu les bons leaders au bon moment, aux bonnes places, qui ont fait que ici, le climat social a toujours été... puis ça a toujours été une école, moi, c'est reconnu par tout le monde, c'est une école hyper propre. C'est une école... vous allez dans des polyvalentes, dans d'autres endroits, là, c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout, c'est vraiment ici, là... parfait. Je vais terminer avec vous parce qu'on a une très bonne entrevue, là, puis je vais terminer avec vous. Je vais commencer avec Mireille.
je vais aller avec Alain, puis je vais terminer avec toi. 50 années, bravo, une belle réussite, tout ça. Mais le futur, comment vous le voyez? Moi, je pense que l'image du futur va être à l'image du passé, avec une écoute du monde, être présent dans le monde, être ouvert à la différence. Je pense qu'on n'a jamais eu tant de différence que dans les années où on est présentement. Je regarde l'école, le visage de l'école. Moi, je l'ai quitté l'école il y a 17 ans et je regarde... c'est une autre école en termes de diversité. Saint-Hyacinthe est un autre milieu. Alors, c'est d'être ouvert, d'être... On a souvent travaillé ce thème-là avec les élèves, le respect de la différence. Ben non, on le vit. On le vit concrètement. Et alors, pour moi, c'est la continuité dans le changement, parce qu'il y a juste une chose... Très positive pour le futur et l'avenir. Et toi, Alain? Bien, moi, je dirais aussi, oui, je suis d'accord avec Mireille, mais aussi, on en a parlé, tu sais, il faut aimer les jeunes pour être en éducation. Je pense que ce qui a caractérisé aussi notre service, puis Mélanie aujourd'hui le traduit, il faut que tu aimes les jeunes. Fait que quand on aime les jeunes, on les suit, on les accompagne, on s'adapte à eux, on répond à leurs besoins. C'est un peu comme dans une famille, comme quand tes parents, tu vois qu'ils évoluent, tu veux le meilleur pour eux autres. L'avenir de la société, c'est une bonne question, on pourrait débattre de ça longtemps, mais le défi, je pense, pour le service, pour Mélanie dans les temps présents, puis pour l'avenir, ça va être de préserver cet espace-là de sens. Hein? C'est sûr, on parle de moins en moins de religion au Québec. Le spirituel, des fois, c'est un mot qui est un petit peu radioactif là, pour certains, mais d'être à l'écoute des questions de sens. Des adolescents dans une école secondaire, ils ont plein de questions de sens. Il faut leur garder un espace pour ça. Le service peut faire ça et leur permettre que ça débloque sur des engagements. Moi, je pense que c'est ça le défi du service pour les prochaines années. Mais je pense que l'avenir est quand même positif parce que les jeunes ont besoin de s'engager. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont leur place. Fait que si on continue à leur laisser cette place-là, puis à les écouter, puis à les accueillir, je pense que 50 ans plus tard, la PhD va être encore très vivante. Mais là-dessus, je vous remercie. Merci. Puis, Merci à toi. Je vous souhaite un bon 50e. Merci. Merci. Nos 3 derniers invités nous ont parlé du développement communautaire, social, pastoral. Allons voir ce qui se fait actuellement en rencontrant Mme Sophie Robillard. Allô, André? Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Tu t'occupes de la vie étudiante. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de à quoi consiste ton rôle? Bien, dans le fond, moi, c'est de faire en sorte que l'école soit dynamique pour les élèves. Que ce soit les activités parascolaires, que ce soit PhD en spectacle, que ce soit les activités pour les finissants, tout ça. Puis même des fois aussi, je suis impliquée dans des projets pédagogiques de l'école. La vie étudiante, moi, je trouve que c'est un tout avec la pédagogie. T'sais, si le jeune se sent bien dans son école, bien, il va avoir le goût de s'investir tant pédagogiquement qu'au niveau de ses Est-ce qu'on activités. pourrait dire que quand tu te lèves le matin et tu t'en viens à PhD, c'est un peu ça qui te nourrit? Oui, c'est ça qui me nourrit. Puis, tu sais, c'est sûr qu'avec toutes les années que j'ai travaillé, il faut tout le temps que je me dépasse parce que c'est sûr que les jeunes ont changé en une vingtaine d'années, tu sais. La technologie est plus là. Fait que, tu sais, il faut que je me mette, il faut que je m'adapte puis tout ça, là. Mais je trouve que, c'est ça, je trouve que la vie étudiante, c'est un plus dans une école, puis ça a toujours été important pour la PhD. Fait que ça, je l'apprécie, puis c'est bien pour les élèves. Je me souviens, là, quand il arrivait un événement majeur à l'école, là, c'était pas drôle. Des fois, il est arrivé des mortalités, des choses comme ça. C'est encore toi, ton équipe, qui s'occupe de tout ça? Tu sais, j'ai beaucoup de liens avec les élèves. Fait que c'est sûr que, tu sais, mon aide est souvent sollicitée quand il nous arrive des tragédies comme on a eu les gars de basketball puis tout ça, là, tu sais. Ça a été beaucoup de... Quand tu dis, pour nos gens qui nous écoutent, là, les gens de basketball, il y a 3 joueurs qui sont décédés. Bien, c'est 2 joueurs plus un ami, là. Ils s'en allaient jouer un match de basketball à Granby, puis il y a eu une fausse manœuvre, puis ils sont décédés, tu sais. Ça a été quelque chose. On avait un lien étroit avec ces élèves-là, plus cette cohorte-là. C'était des élèves finissants. Fait que ça a été... Donc, il faut penser que ces élèves-là, ils sont dans des classes. Oui. Ils sont avec des centaines d'élèves, tout ça. Et là, il y a comme un deuil qui s'installe. Oui, puis... Mais il y a déjà, au début, il y a la prise en charge, là. Il y a une crise qui se passe, là, puis tout ça, Oui, c'est quelque chose. Puis, tu sais, on crée des liens avec les élèves.
Puis, tu sais, si on est dans ces métiers-là, c'est parce qu'on les aime, les élèves. Puis, c'est sûr que des tragédies comme ça vient nous chercher, puis on est affecté autant que les élèves, là, tu sais. Sauf que, tu sais, il faut mettre un peu nos émotions des fois de côté, puis se relever les manches, puis dire, bien, regarde, on va être là pour nos élèves qui souffrent, tu sais. Ça a été dur, des fois, de mettre les émotions de côté? Oui, ça a été difficile, parce que... Parce que pour eux, toi, t'es un peu comme la maman, un peu, là. Oui. Oui, c'est sûr qu'avec les années, tu sais, ça a changé un peu. Tu sais, les élèves, ça dépend tout le temps des cohortes. Il y a des cohortes que je suis plus proche parce qu'ils sont plus impliqués. Il y a des années que les cohortes étaient moins impliquées, mais tu sais, pour moi, le lien avec l'élève est important. Que ça soit pour ses bons coups, ses implications, puis tout ça, mais aussi quand il souffre ou quand il y a plus de difficultés dans certaines choses, ben moi, je veux être là pour eux autres. T'sais. C'est ça la nature de mon travail, c'est d'être pour les élèves, d'être là pour les élèves. T'sais. Est-ce que dans ton travail, tu fais une programmation annuelle des événements à venir? Ou... Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis une fille de défi, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il y a une idée qui me pop, puis là, je décide qu'on fait ça. Avec un ancien collègue ici, William Van Dorm, il m'avait parlé d'une simulation d'accident et tout ça, puis on a fait des démarches. Donc, c'est une idée qui nous a popé, faire une simulation d'accident. On a fait ça pendant une dizaine d'années. C'est sûr, à cause de la pandémie, ça l'a arrêté, mais il y avait 1500 élèves finissants qui venaient assister à la simulation d'accident à l'Aréna LP Gaucher. Puis c'était un comité avec des policiers, des ambulanciers, des pompiers. Puis on faisait vraiment une scène d'accident avec des vrais intervenants. Plus on avait des comédiens, puis tout ça, là, tu sais. Puis on avait... Ça a été... Moi, je me dis, tu sais, cet événement-là, l'énergie que ça prend, bien, si je touche un élève, que je peux lui sauver la vie, faire un déclic, ça va être bien bien, plus pour moi, oui, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, mais au moins un, tu sais. Parce que, tu sais, on les aime, nos élèves. Que moi je reconnais, là, c'est ton côté humain. T'es humaniste. Je pense que t'aimes le monde. Oui, j'aime le monde. Les gens, puis t'es dans ton élément. Bien, je pense que oui, tu sais, puis... Tu sais, je veux pas que les élèves sentent que moi, je suis là puis qu'eux sont là, tu sais. Moi, je veux qu'on soit d'égal à égal dans le respect mutuel. Puis, tu sais, c'est sûr que je reste l'adulte, tu sais, pour essayer de les diriger, de les guider ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je vais toujours être là pour les élèves, là, jusqu'au jour que je vais prendre ma retraite. Je veux te remercier d'être venu. Puis, ce côté humain-là, là, ben, moi c'est ici. Puis, je sais que les jeunes sont entre bonnes mains. Bien, merci. Puis, c'était un énorme plaisir. Bien, moi aussi, ça a été un énorme plaisir de discuter avec toi. Depuis 1972, la Polyvalente offre des services aux étudiants. Pour nous en parler, deux personnes qui y ont été plus d'une trentaine d'années, M. Michel Desbiens et M. Bruno Vermette. Bonjour, Michel. Ah, bonjour, André. Michel Desbiens. Moi, Oui. Michel Desbiens, pour moi, c'est un nom qui évoque plein de souvenirs. Puis, toi, tu es arrivé à la deuxième, troisième année? J'étais là en 75. 75, ça a ouvert en 72, donc 13, 14, 15, la C'est quatrième ça. année. J'ai travaillé 35 ans ici. 35 ans. Il faut dire aux gens que tu es un psychologue clinicien. Oui, c'est ça. Puis tu étais relié au service aux étudiants. Je vais te demander deux choses de me parler. On ira par la suite là, parler de ta profession, puis tout ce que tu as emmené ici. Puis je le sais parce que j'ai été ici assez longtemps pour savoir que tu étais quelqu'un, tu n'es pas juste un psychologue qui est là à attendre. Tu allais de l'avant avec des projets, tu as initié beaucoup de choses. Je voudrais que tu me parles un petit peu du service aux étudiants. Parce qu'on est dans le thème des services aux étudiants. Il y a une histoire là-dedans, parce que quand on a commencé en 75, premièrement, au niveau des psychologues, là, il n'y en avait pas. Ça existait dans les pas. écoles? Il n'y en avait pas dans les écoles. Bien, d'ici, en tout cas. Et puis, j'avais 5 écoles, Fadette, Casavant, l'Institut familial, René Saint-Pierre, puis PhD. Fait que ça a déménagé à large. Après ça, il y a eu quelqu'un qui est venu prendre Fadette, Casavant. Moi, j'ai été stationné ici.
Quand je suis arrivé ici, il y avait 3 conseillers d'orientation, 2 professeurs en éducation scolaire. Là, orientation scolaire. Orientation. C'était des enseignants qui aidaient les jeunes à. Est-ce que c'était Ligori l'arrivée? Ligori l'arrivée, Okay. puis Paul Bélanger. Paul tout Bélanger. ça. Donc, il y avait une grosse équipe de ça. Il y avait un travailleur social qui est arrivé, Bruno Vermette, qui est arrivé avant moi. Puis moi, j'arrivais. Et au début, j'étais ici seulement 3 jours semaine parce que je me partageais entre Fadette et Casavant. Puis après ça, rapidement, je suis devenu à 5 jours semaine. Donc ça, c'est un peu les services aux étudiants qu'on avait ici. Et il y avait une infirmière à temps plein aussi, qui était prêtée par le CLSC. Alors, c'était à peu près le groupe qu'on avait là, ici. Et puis, ça a évolué. Les professeurs d'information scolaire sont disparus. Ça a été intégré dans les classes, là, dans certains cours. Et ensuite de ça, il y a un des conseillers d'orientation qui a été enlevé. Donc, on était 2 conseillers d'orientation au lieu d'être... Qui était M. Picard? M. Picard, M. Audet. M. Audet. Oui, okay. Qui étaient des sommités là, assez poussées. On a eu du personnel ici là, de grande qualité. De très grande qualité. Eux autres qui ont donné des conférences en Europe, là, puis ont initié des projets là, pour les jeunes. L'évolution la plus grande qu'on a faite ici avec les années, c'est qu'au lieu de faire de l'individuel, on a voulu augmenter la qualité des services puis l'accessibilité. Donc, dans des années où c'était même pas pensable, là, la plupart des professionnels travaillaient 1 à 1, on a fait des groupes. Des groupes de socialisation, des groupes parents-adolescents, tu sais, des groupes dans lesquels, par exemple, les adolescents qui avaient des difficultés de communication avec leurs parents ou des choses comme ça, pouvaient apprendre la technique de Gordon, tu sais, gagnant-gagnant. Donc, on les apprenait l'écoute active. Ils n'obéissaient pas nécessairement à leurs parents, mais au moins, ils les écoutaient. Et ils reformulaient les demandes des parents. Fait qu'on a travaillé avec ces types d'élèves-là. On a eu aussi, à un moment donné, un peu plus tard, on a eu des gens qui sont venus à des interventions en toxicomanie, prévention de la toxicomanie. Là aussi, on a fait des groupes. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était pas seulement le psychologue. Ça pouvait être le psychologue avec le travailleur social. On se mettait ensemble. On avait aussi le psychologue avec les conseillers d'orientation, le technicien en prévention des toxicomanies travaillait avec moi. Ensuite, il faisait des groupes lui-même, des choses comme ça. Donc, il y avait beaucoup de coopération. On avait même une table des PNE dans laquelle on analysait les difficultés qu'on rencontrait dans l'école. Et là, on proposait à la direction, puis aux enseignants, des pistes de travail. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand on parle des années 70 et 80, tous ceux que tu m'as mentionnés étaient des jeunes hommes. Vous étiez des jeunes hommes à ce moment-là, mais vous étiez des jeunes hommes avec une immense expertise. C'est assez étonnant que dans les débuts, tout de suite après la Révolution tranquille, il arrive des gens de votre qualité, puis que Saint-Hyacinthe a la chance d'avoir ces gens-là. Ce que j'ai remarqué chez nos professionnels ici, c'est qu'au début, comme on était des races bizarres, les directions ne s'occupaient pas de nous. Alors, on n'avait aucun bâton dans les roues. Il suffisait qu'on propose un projet intéressant qui respectait les normes de nos corporations puis qui était accepté socialement par le milieu de l'école, puis ils nous laissaient aller. Ils nous laissaient aller. Tu veux faire un groupe, là, j'ai fait un groupe de méthodologie du travail intellectuel. Tu sais, il y a un directeur qui m'a dit une fois, il dit, je comprends pas ça, tu es psychologue, mais c'est pas un psychologue ordinaire, tu rencontres pas juste du monde dans ton bureau, j'en rencontrais, mais pas un petit programme adapté de méthodologie du travail, puis pour intéresser les jeunes, j'avais écrit un sous-titre. Comment réussir sans trop travailler? Puis il y avait un 3e sous-titre, mais plus que tu le fais actuellement. Et là, des groupes de 20. Pourquoi des groupes de 20, 25? Parce que les enseignants disaient, c'est facile, toi, des biens, tu les rencontres tout seul dans ton bureau. Ah, OK. J'ai dit, gars, je vais les rencontrer en gang. Challengé. Je vais les rencontrer en gang. Donc, souvent, les critères de sélection pour le groupe de motivation, c'était 3 échecs, dont 2 dans les matières de base, 15 d'absence anormale, plus au moins 10 rencontres au tremplin. Ça, c'est un endroit quand il était trop mal commode en classe. Fait que j'ai jamais eu de trouble à sortir un élève de classe. Tu sais, les profs disaient, « Ah, tu veux Simon pour une période? Pas de problème, tu peux le prendre. » Dans le fond, la PhD, le fait d'avoir une direction, mais c'était tout un changement.
on est dans l'après-révolution industrielle. Oui. C'est le début des réseaux des universités du Québec, etc. Et là, vous autres, c'est comme un incubateur aussi. Une des affaires les plus bizarres, j'ai eu une émission de radio ici, à CKBS. CKBS, oui. Avant CFEI. Avant CFEI. Le directeur général m'avait donné la permission d'aller à la radio pour faire de la consultation de parents par rapport à des problèmes d'élèves. C'était spécial, là. Est-ce que tu as eu des échanges avec les écoles privées? Est-ce qu'on voulait un peu apprendre à travers toi? Non, mais oui, mais y avait-tu un snobisme? Pas à Saint-Hyacinthe, non. Le séminaire m'avait invité à donner une conférence aux parents. Il ne faut pas oublier, là, les gens pensaient tous que Polyvalente, c'était pas bon, là. Mais lui, M. Gauvin, il a dit, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui vient de l'école Polyvalente Hyacinthe-Delorme, une école qui nous force à l'excellence. Autrement dit, nos élèves ici, performants, forçaient le séminaire à pousser la machine pour nous égaler. Okay. Ça, c'est le directeur d'une école privée qui disait ça. Il disait que l'école publique, ici à Saint-Hyacinthe, poussait dans le dos des écoles privées. Poussait dans le dos des écoles privées. L'école ici a toujours été dynamique au niveau des services aux élèves. Les départements étaient forts ensemble, ils travaillaient ensemble, mais toute l'école, là, c'était une ambiance vraiment le fun. L'ensemble là, qui se dégageait, quand il y avait des parties, là, ça participait, il y avait du monde, puis c'était plaisant. Tu sais, les gens avaient du fun, ils riaient. Je suis ici, puis je me sens chez nous. Ça fait-tu un peu cet effet-là, toi? Ben moi, il n'y a pas de problème. Il y a encore du monde que je connais quand je viens, quelques-uns. Mais non, c'est comme un endroit spécial, là. Je passe devant, puis on dirait que mon auto veut rentrer dans le stationnement. Mais c'est comme quand tu as passé beaucoup de temps, puis tu as vécu des belles expériences dans un endroit de travail, puis que tu as vu des résultats, puis que tu es salué encore, puis tu rencontres comme adulte des jeunes que tu as aidés ici, puis qui te disent merci, tu sais, qui te disent si ça n'avait pas été de toi, je me serais peut-être suicidé. D'autres qui disent j'ai réussi, là. Il y a un élève qui me niaise. Il venait à mes groupes d'études obligatoires, là, ceux qui coulaient. Là, il dit hey, des biens, j'irai plus à ton groupe. J'ai dit comment ça, tu n'iras plus à mon groupe, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je passe à cette heure. Il avait oublié que l'objectif, c'était ça. Il passe. Bien, Michel, okay. On va se laisser là-dessus, mais je te remercie beaucoup de cette entrevue. C'était très divertissant, c'était très aussi intéressant et ça nous a ouvert la lumière sur ce que c'était la PhD. Ça fait 50 ans, donc je nous souhaite un bon 50e. J'espère qu'il y aura un autre 50e qui s'en vient, puis qui sera aussi merveilleux, que les jeunes auront la chance de vivre ce qu'on a pu faire vivre aux gens. Je t'en reverrai au chantier. OK. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du service aux étudiants. Tu étais un employé de CLSC qui a passé sa vie ici pendant 38 ans, je crois. Le service aux étudiants, pour toi, au début, comment ça se passait? Moi, les premiers souvenirs, c'est comme la formation de l'équipe. Si, mettons, on a eu un mois ou deux avec les élèves rentrent, on travaillait ensemble, on essayait d'élaborer des projets. On travaillait beaucoup avec, mettons, l'infirmière qui était là, les conseillers d'orientation étaient là. Il y avait les enseignants, les professeurs, on appelait ça d'information scolaire dans le temps. Il y avait les animateurs de pastoral qui étaient dans notre équipe. Et puis, les premières années, on y avait aussi des espèces de professeurs qui faisaient, il me semble le nom, c'est l'animation à vie étudiante, quelque chose comme ça. Et cette équipe-là, durant les 2-3 premiers mois, on a comme solidé notre équipe. Puis je pense qu'on a appris à être une équipe qui fonce, qui est impliquée dans l'école, En tout cas, j'ai toujours été content de participer à cette équipe-là. Ouais. Mais toi, tu avais une particularité, c'est que n'étant pas relié, mais étant relié, tu avais comme Est-ce que tu avais plus de liberté pour partir des projets, tout ça? Je me suis jamais demandé si j'en avais plus. J'en prenais, puis on m'en laissait. Fait que des fois, je faisais des jokes, puis je disais, mon boss au CLSC, il sait pas c'est quoi le travail à faire, puis le boss ici, c'est pas lui qui me paye, fait que je fais ce que je veux. Mais comme je pense que j'ai toujours été impliqué en collaboration avec mes deux organismes, bien, j'ai toujours eu leur accord, tu sais, mais
dans plusieurs projets que j'ai fait, autant en me servant des arts, mettons, ou en partant des projets de prévention, comme mon plus gros projet de prévention sur lequel j'ai travaillé, c'est probablement le groupe de prévention du suicide à l'école. On a travaillé en prévention de la violence à l'école, on a travaillé en prévention des toxicomanies. Ici, c'est tous les projets que j'ai lancés là-dessus, j'ai toujours eu du support parce que je pense que même si j'étais content d'être autonome, mais je pense que j'étais dans les besoins, dans les attentes des deux organismes. Puis tu t'es impliqué aussi dans ce qu'on appelle là, l'extrascolaire, etc. Là, tu as fait du théâtre, je crois. Oui, bien... Tu as fait des contes. J'ai fait des contes, mais je me suis servi du théâtre avec les élèves, surtout comme moyen d'intervention, comme présentant une pièce sur le harcèlement, sur la prévention du suicide, sur la vie familiale, en tout cas, etc. J'ai beaucoup de théâtre dans ce sens-là avec les élèves. J'ai fait du théâtre avec des élèves juste pour le plaisir de faire du théâtre. Des contes et légendes de Bruno Vermette, mais c'était pour faire apprécier un petit peu ce que tu pouvais faire dans l'école, pour permettre aux gens de se rendre compte que tu ne faisais pas juste le travailleur social, mais tu étais un animateur de toutes sortes de contes et légendes et t'amenais la bonne humeur dans l'école. Là-dessus, je te remercie de ta visite. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à au moins 2 heures de reportage, de documentaire. Nous avons parlé de la polyvalente Hyacinthe de long en large pour les 50 années. Mais maintenant, nous avons une nouvelle directrice qui est ici depuis 2 ans, Mme Sylvie Ménard. Elle va venir nous parler du présent, puis peut-être un peu du futur. Bonjour Sylvie, merci de venir nous rencontrer. Toi, tu es ici depuis 2 ans, je crois. En fait, je commence ma 3e année. C'est ta 3e ouverture. Oui. C'est ta 3e ouverture. Non, pas 3e ouverture. 2e ouverture parce que moi, je suis arrivée en avril 2020, dans le COVID. OK. Donc, moi, je voudrais savoir, là, parce que c'est un peu notre conclusion, là, tout ce qu'on a vécu ici, les gens en ont parlé, on a des gens qui étaient là il y a 50 ans, d'autres qui étaient là il y a 30 ans, il y a 10 ans, etc. Toi, tu es là dans les 2 dernières années. Et j'étais là avant. Tu étais étudiante. Parce que j'ai été directrice adjointe de la 3e et 4e secondaire de 2004 à 2006. De 2004 à 2006. OK, donc tu avais déjà été ici. Donc, oui. Tu as un 20 ans oui. de tout ça. Puis, comment tu vois le présent actuellement à PhD? Le présent actuellement, pour moi, c'est... je trouve que ça n'a pas tant changé dans le sens que l'ouverture est toujours là. Quand tu me dis tout à l'heure que les gens, c'est ce qui ressort de PhD, pour moi, c'est encore ça parce que c'est ouverture sur le monde, c'est ouverture sur la clientèle, c'est ouverture sur de nouvelles façons de faire aussi. Parce que la clientèle, oui, elle a changé. C'est toujours l'ouverture, mais la clientèle a aussi évolué, puis il faut répondre à leurs besoins. Fait que pour moi, la PhD, on est présentement en train d'introduire, de mettre en place un nouveau système d'encadrement qui s'appelle le soutien au comportement positif, qui est le SCP. On est accompagné par des chercheurs, M. Steve Bissonnette. Puis la clientèle, elle répond bien à ça parce que justement, les besoins des élèves ont changé, puis la clientèle, elle a changé, donc il faut s'adapter à cette clientèle-là. Ça serait quoi les grandes lignes de ce programme-là? En fait, c'est justement la recherche démontre que lorsqu'on a des comportements qui ne sont pas adéquats, au lieu d'agir dans le négatif, tu agis dans le positif. Donc, exemple, si un élève dans la classe, il arrive à un comportement, ça ne veut pas dire que tu n'interviens pas, mais tu encourages les élèves qui ont un bon comportement. Donc, l'élève qui fait sa job à tous les jours, qui arrive avec son livre, qui est à l'heure, qui s'assied, qui fait ses choses, encourage-le. Parce que dans le fond, lui, là, c'est un modèle pour les autres élèves. Donc, on encourage le positif. Puis, on a créé avec ça des cartes que nous, on appelle des héros. Hein? C'est nos valeurs, engagement, respect, ouverture. Donc, on remet des cartes. Les enseignants remettent des cartes à nos élèves qui ont les comportements attendus dans le milieu. On a des comportements attendus pour la bibliothèque, pour la classe, pour l'auditorium, pour quand on circule. Donc, on renforce les comportements positifs
pour que, dans le fond, il y ait moins de comportements négatifs dans notre école. Fait que ça, c'est vraiment grosso modo, là. Puis, on a un petit magasin où est-ce que les élèves viennent échanger leurs 4 héros pour, ça peut être un chandail, ça peut être un biscuit gratuit à la cafétéria. On a une liste de choses qui sont disponibles, qu'ils peuvent avoir avec les héros. Est-ce que c'est de votre propre initiative? Non, mais ça vient d'une université, hein, je pense. En fait, c'est notre directeur général, M. Jean-Pierre Bédard, qui nous a offert aux écoles secondaires, ceux qui avaient le désir d'embarquer dans le soutien au comportement positif. Puis, on est 2 écoles secondaires à faire partie. C'est l'école Casavant, Samuel Casavant, puis la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Pour pouvoir faire partie de ce système-là, il fallait que les gens soient en accord, dont on avait fait passer un vote, et ils regardaient aussi le leadership de la direction pour avoir accès à cet accompagnement-là, parce qu'on a vraiment un accompagnement. Hein. On a un comité, à tous les mois, on se rencontre, puis on est accompagné de M. Saint-Georges qui nous accompagne là-dedans pour mettre en place ce système-là. L'année passée, c'était notre première année. Là, on rentre dans notre 2e année. Il y a quelque chose qui me revient vraiment en tête, là, c'est quand Mireille Chioux me dit « On n'était pas qu'une boîte à enseigner des matières. On est autre chose, on est plus. » Est-ce que tu constates ça aujourd'hui? Ouais, Est-ce que ça continue comme ça? Oui. Pour moi, PhD, c'est plus qu'une école, t'sais. C'est une famille. C'est vraiment une famille. Les gens se tiennent, les gens veulent que ça fonctionne, c'est des gens de cœur. Ça, pour moi, quand je passais ici en 2004, c'est ce que j'ai vu. Puis ce que je vois aujourd'hui, en 2022, c'est encore des gens de cœur. Puis les gens, ils veulent que ça fonctionne. Fait que les gens sont prêts à mettre le temps, puis sont prêts à mettre l'énergie pour que ça fonctionne. C'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille. C'est vraiment une grande famille. Oui. Puis ça, donc, dans le présent, la continuité est là. Je veux dire, parce que je pense que de ce qui nous a été révélé les 50 dernières années, que c'est quelque chose de beau. Il y a eu des moments de crise, etc., comme partout ailleurs, mais le suivi des 50 années, il semble être merveilleux pour tout le monde. Et là, toi, tu nous dis que là, c'est encore pareil, vous naviguez dans ce qui est dans le passé, vous en passez dans le présent. Oui. Et là, ça nous amène vers le futur ou l'avenir. Le futur, c'est quand même... c'est de s'adapter aussi à notre clientèle. C'est la réussite. C'est la réussite de nos élèves. Hein? C'est ça qu'on veut. On veut que nos élèves réussissent. Mais la réussite passe par le bien-être, le bonheur qu'ils ont. Le bien-être, le lien avec nos élèves. Fait que c'est vraiment ça qu'on travaille. On parle de la même chose, je pense. Oui. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est que cette capacité de s'adapter puis de regarder ce qui se passe, ce qui est nouveau, pour s'adapter aux nouvelles réalités, parce que l'élève de 2022, c'est pas celui de 1972. Parce que celui de 1972, il avait été avec les Frères du Sacré-Cœur, puis ça marchait pas pareil. Là, on arrive avec une nouvelle génération qui est de jeunes qui ont été élevés différemment, etc. Avec des réseaux sociaux. La PhD a toujours su regarder les différentes années pour s'adapter, pour faire en sorte que tous ces jeunes-là qui viennent ici se sentent heureux pour atteindre l'ultime, c'est-à-dire une réussite éducative. Puis la réussite éducative, c'est ce qui te permet de réussir dans la vie puis de te réaliser. Peut-être en terminant, j'aimerais savoir, là, une des grandes réalisations de l'école, c'est l'arrivée à un moment donné de M. Bernier, M. Gaston Vachon, et là, l'école s'est ouverte sur le monde, des voyages, etc. Est-ce que c'est une tradition qu'on veut garder puis continuer dans l'école? Bien sûr, mais là, il faut juste se rappeler que moi, je suis arrivée en avril 2020 dans la COVID. Et l'année dernière, il fallait gérer la COVID, puis il n'y avait pas d'ouverture sur le monde à ce moment-là. Tout était fermé. Il y avait juste la porte de l'hôpital. Fait que les voyages sont supposés recommencer cette année. Déjà, il y a des choses de planifier, là. C'est supposé de recommencer. Okay. Mais bien sûr, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'on veut poursuivre. C'est plaisant de te donner la chance de le dire. Oui, tout à fait. Mais je pense que là-dessus, pour moi, je te remercie d'avoir pris du temps. Je sais que les journées d'accueil, c'est pas... C'est des grosses journées. C'est du temps emprunté un peu partout, là. Mais moi, je te remercie d'être venu ici pour ce qu'on fait, puis qu'on va vous offrir par la suite. Puis moi, ce que j'aime de ce travail-là, c'est que on va raconter les 50 ans, mais les gens qui vont fêter les 100 ans vont avoir un outil précieux que nous, on n'a pas, là. Ouais. Eux, ils auront dans le fond,
le travail qu'on va avoir fait, c'est d'aller chercher dans le cœur de tout le monde ici ces révélations-là qui, eux, vont avoir dans 50 ans. Et ils auront ce privilège-là. Fait que je les salue, les gens qui nous regarderont dans 50 ans. Je serai peut-être pas là, je pense pas. Voici ce qui met fin à notre reportage et documentaire pour les 50 ans de la polyvalente Hyacinthe Delorme. J'espère que vous avez apprécié et j'aimerais en terminant saluer ceux qui nous écoutent en 2072 et vous féliciter pour le 100e anniversaire de la polyvalente Hyacinthe Delorme.